Donc bonjour à tous, donc je suis toujours dans les allées du Festival de l'Oiseau 2013 avec cette fois-ci Olivier Hervieux donc de Photothème. Salut Olivier. Salut. Alors Olivier, qu'est-ce que tu nous présentes durant ce festival? Écoute, nous, Photothème, on est présents sur le festival pour présenter d'abord le travail de nos clients, puisque on monte tous les ans une exposition avec les photos de nos clients. On fait un appel à photos donc sur un thème donné. Cette année, c'est la dualité, donc des conflits entre animaux, des joutes amoureuses, des jeux, donc des photos où on va trouver souvent deux sujets photo, ce qui paraît logique, ou même un peu plus des fois, mais toujours en dualité, c'est-à-dire des animaux qui vont se retrouver face à face dans des interactions. Donc cette expo, c'est d'abord pour valoriser le travail de nos clients, et puis ensuite c'est pour se faire plaisir, parce que malgré tout on est photographe, et puis être sur un festival, que ce soit Montier-Anderre, le Festival de l'Oiseau ou d'autres, sans amener d'images, simplement pour vendre du site internet, je trouve que ça a moins d'intérêt. Et depuis cette année, enfin depuis le festival de Montier-Anderre, on a mis en place une synergie avec une autre entreprise dont je suis aussi un des collaborateurs, qui est Photo et Nature, donc qui est une entreprise qui vend du matériel photographique, du matériel outdoor, donc pour les photographes de nature. Et on a trouvé intéressant de monter une synergie entre nos deux boîtes, de façon à ce que l'on puisse présenter sur le même stand à la fois le matériel photo qui prend de la place à l'horizontale, et puis sur les zones verticales qui sont souvent libres, présenter l'expo des clients Photothème avec une station internet en libre service pour que les gens puissent aller surfer sur les sites. Alors les photos que tu présentes, et puis les photographes par la même occasion, et moi je vais pas en enlever une là. On va pas casser le matériel, attention. Tu les as choisis, Photothème les a choisis, ou est-ce que tu fais une petite sélection, un appel à l'exposition? Alors comment ça se passe? En fait, à peu près tous les ans à cette époque, ce qui me fait penser que je suis très en retard pour l'expo de 2013, puisque j'ai encore rien fait, on choisit avec Diane un thème. Donc là, on a une bonne idée pour le thème de l'an prochain. Je pense qu'on va passer sur un thème qui s'appellera Tous à table. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on soumet ce thème à nos clients, aux photographes, qui nous envoient une sélection. Alors en fonction des clients, il y en a certains qui vont nous mettre 2 photos, il y en a d'autres qui vont nous en envoyer 25. Et ensuite, avec Diane, on passe un certain temps pour faire cette sélection. Donc la sélection, on l'a fait tous les deux. De temps en temps, on demande à un troisième larron de venir nous départager si on n'arrive pas à se mettre d'accord. Mais bon, généralement, ça se passe bien et on arrive à trouver une sélection qui est relativement dynamique. Alors, j'aimerais profiter de t'avoir avec moi pour te poser une question peut-être un petit peu plus technique. Tu travailles dans l'internet, tu fais des sites, entre autres, pour les photographes nature. Comment est-ce que toi tu analyses l'évolution de l'utilisation d'Internet par les photographes depuis, disons, une dizaine d'années, depuis la grande démocratisation de l'Internet? Est-ce que les gens ont forcément besoin d'un site Internet et disent « Ah bah voilà, je fais des photos, donc il me faut une petite plateforme Internet » ou est-ce que c'est encore quelque chose où les photographes continuent un petit peu à hésiter? Il y en a toujours qui hésitent, mais généralement, alors qu'il y a 4-5 ans, ils avaient tendance à me demander mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Aujourd'hui, c'est plutôt c'est les mêmes d'ailleurs, c'est ça qui est drôle, c'est que d'un festival à l'autre, on les revoit et pour me dire non mais il faut que je le fasse. Et puis l'année d'après, ils reviennent, faut que je le fasse. Et là, il y en a un qui a signé à Montier cette année, et puis il repasse, il me dit non mais je le fais, il n'y a pas de problème. Et puis, mais bon an, mal an, oui, je pense que le photographe a bien compris que ces photos, elles étaient mieux sur un site internet plutôt qu'à dormir sur leur disque dur. Par contre, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît aujourd'hui et qui les inquiète, qui est le fait que la photo se vole beaucoup plus facilement, qu'on retrouve plus facilement nos photos à gauche et à droite, et donc ils sont très inquiets sur comment est-ce qu'on peut gérer en fin de compte, les images et comment on va gérer le fait qu'on reste propriétaire de sa photo. Donc là, c'est clair que nous, on est parti sur le principe de faire des sites avec des photos de taille qui sont plutôt réduites, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des photos de 1024 pixels de côté, parce qu'on s'aperçoit qu'avec une image de 1024 pixels de côté, un quotidien est capable de publier ça dans un journal sans nous demander notre avis, ça s'est déjà produit, et donc c'est quelque chose qu'on veut éviter.
on leur conseille de mettre des watermarks, on leur conseille de suivre, et on commence à leur donner des solutions pour retrouver les photos qui se sont fait voler, sachant qu'il commence à y avoir des professionnels, des avocats en particulier, qui travaillent sur ce domaine-là pour faire recouvrir les photos qui ont été volées en appliquant les barèmes tarifaires. Diane serait plus à même de t'expliquer comment ça marche, parce que c'est elle qui gère ça, mais c'est assez balèze et on arrive à faire en sorte que les photos volées, des factures soient éditées et que les clients les payent. Enfin, les clients ou les voleurs. Oui. Alors, toujours dans le domaine Internet, qu'est-ce que tu penses de l'utilisation, toi, des réseaux sociaux dans le domaine de la photographie, hein? Alors ça, c'est très spécial. Parallèlement à ça, on est membre avec Diane d'une association qui s'appelle la SCPF et qui est une association de chasseurs photographes où on a un forum. Donc j'anime ce forum avec un certain nombre d'autres membres de l'association et les fréquentations de tous les forums diminuent d'année en année. Et là, depuis un an, c'est vrai que ça diminue énormément. Et quand on est sur Facebook, on s'aperçoit que les gens vont publier leurs photos d'abord sur Facebook avant de les publier sur Internet. Enfin, tout au moins sur les forums ou sur leur site Internet. Alors, on va dire que ça va remplacer les forums, mais moi, ce qui me gêne avec ce système-là, c'est que à force de publier la photo de quelqu'un qui publie la photo de quelqu'un, si on ne gère pas bien le droit et la sécurité sur son compte Facebook, on se retrouve avec des photos qui se retrouvent à l'autre bout de la planète, publiées par des gens qu'on ne connaît pas, et même des fois des gens qui les utilisent en détournant complètement le sens de la photo, sans qu'on puisse être au courant. Donc ça, je pense que c'est un truc pour lequel, moi j'essaye un maximum de prévenir les photographes. Mettez des photos sur Facebook, il faut le faire. De toute façon, maintenant, c'est un média de communication. Un photographe qui veut valoriser son travail, il ne peut plus passer au travers de ce truc-là. On est obligé de se servir de ce média parce que c'est un moyen de communication comme les autres. Par contre, il faut absolument qu'il le maîtrise. Donc il faut qu'il le maîtrise en regardant bien comment les habilitations, comment les droits au niveau de Facebook sont gérés. Et Facebook change assez régulièrement ces droits-là, ce qui fait que c'est assez pénible. Et ensuite, il ne faut surtout pas mettre des images dans une définition assez grande pour pouvoir se les faire faucher. Et donc moi, je suis plutôt partisan, quand on met une photo, d'avoir un watermark qui couvre un tiers de l'image, de façon à ce que l'utilisateur potentiel ne puisse faire que relayer l'adresse du site internet d'où vient la photo. Donc moi, quand je mets des photos, le watermark que je pose sur mon compte Facebook, c'est l'adresse de mon site. Et en faisant ainsi, on se fait franchement, on est obligé d'avoir des photos qui vont partir à gauche et à droite. Et je serais tenté de dire que ça fait partie du jeu, celles qu'on met là, on accepte qu'elles partent. On ne va pas en mettre énormément, on va les choisir, c'est du travail d'image. Mais si le watermark est assez gros, forcément notre signature restera, parce que la personne ne pourra pas aller le gommer avec Photoshop ou alors amènera une image qui sera dégueulasse. Donc voilà, c'est ma politique et c'est ce que j'essaye d'expliquer à mes clients, en tout cas quand ils veulent aller là-dessus. Alors, virage à 180 degrés, on va un peu parler du matériel photo, puisque c'est ton autre domaine. Qu'est-ce qui se vend le plus maintenant? Alors, j'écarte bien évidemment les réflexes, les objectifs, etc. Mais en termes d'accessoires photo-joie, il y a des tentes à fût là, sur ton stand. Est-ce que ça se vend beaucoup, par exemple? Alors les tentes à fût, oui, c'est des ventes saisonnières ça, c'est-à-dire que là on arrive avec les beaux jours, donc il y a pas mal de gens qui prennent, il y a un engouement pour la photo animalière qui est assez grand, et donc il y a pas mal de gens qui s'équipent, et effectivement la tente à fût c'est un produit qui se vend bien en ce moment, qui se vend bien à chaque fois en fin de compte qu'il y a des opportunités de faire de l'image. Et ça pose aussi un problème, c'est-à-dire que les gens ont tendance à aller se poser un petit peu n'importe où. Il faut quand même éduquer, je pense, le photographe en lui disant que aller faire de l'affût, déjà s'il va se poser pour faire de l'affût dans une clairière à un endroit où il n'y a jamais rien, il ne verra rien. Et d'autre part, s'il va se mettre dans un domaine privé, il risque de se faire sortir par le garde du terrain, le garde de la propriété, et il risque de laisser sa tente à fût dans la propriété parce que le garde ne sera pas d'accord pour qu'il sorte avec tout son matériel. Ça s'est déjà produit et ça se reproduira certainement encore. Maintenant, le photographe a besoin de s'équiper effectivement pour être le plus discret possible, et la tente à fût est un bon moyen. Alors combien tu estimerais, par exemple, imaginons que je débute la photographie nature, j'ai envie un peu de m'équiper, un petit peu de camouflage, un petit peu de protection, etc. Combien tu estimerais plus ou moins le prix à payer, le budget à payer pour commencer à avoir un petit équipement qui puisse me permettre de ne pas me faire repérer, notamment
en photo nature? Bah, disons que pour revenir sur l'exemple de la tente à fût, je serais tenté de dire, je ne devrais pas le dire parce que en fait compte c'est quand même mon gagne-pain, je voudrais peut-être dire que le premier truc à acheter, à ne surtout pas acheter, c'est une tente à fût. Il faut un bon filet de camouflage, il faut des gants parce qu'on ne se rend pas compte, mais on a beau être camouflé, on a des mains qui sont très claires et quand on fait un mouvement, les animaux vont voir les mains, donc il faut une bonne paire de gants. Si on n'aime pas se mettre le filet sur la tête, une cagoule. Et avec ça, on peut déjà partir. Et puis des vêtements avec des couleurs neutres, donc des blousons ou des polaires camouflés à bas prix, ça suffit largement pour commencer. Et après, une fois qu'on s'est habitué, parce que ça ne sert à rien d'aller acheter la veste camouflée qui coûte très très cher, si on s'aperçoit qu'on n'est pas fait pour aller ramper dans les bois, si on n'est pas fait pour aller se foutre dans la boue, parce que c'est ça aussi la photo animalière, c'est aller se mettre dans des coins qui ne sont pas toujours très propres. Une fois qu'on a compris que c'était son truc ou pas son truc, on peut s'équiper plus amplement. Donc on peut partir avec, on va dire, moins d'une centaine d'euros d'équipement, on va être capable d'aller se fondre dans la vraie et puis arriver à voir des choses. Et puis après, effectivement, à ce moment-là, on peut investir dans une tente à fût, on peut investir dans des vestes de camouflage qui sont un petit peu plus optimisées, c'est-à-dire non plus la veste Décathlon, mais vraiment la veste avec le motif Advantage qui vous donne vraiment un motif de feuilles où dès qu'on s'arrête de bouger, on est invisible. On peut aller plus loin. Alors après, il y a des tenues, genre les tenues Gulli avec les feuilles dans tous les sens. Bon, ça, j'oserais jamais mettre un truc pareil. J'aurais vraiment peur de paraître ridicule quand je sors du bois et que je croise des promeneurs, voire de leur faire peur. Mais bon, après, on trouve des trucs beaucoup plus balèzes. Et en particulier, après, le camouflage est là où ça devient intéressant et important. C'est les premières sorties sur le terrain, on n'amène pas de matériel. C'est pas la peine. On amène une paire de jumelles, on découvre, on se fait oublier de la nature, on voit ce qu'on voit. On voit ce qu'on trouve autour de soi et puis... une fois qu'on a découvert, qu'on a trouvé les coins, les endroits où on voulait faire de l'image, eh bien on peut revenir avec un appareil photo. Mais un appareil photo, c'est tout sauf discret. Si on a du Canon, c'est blanc, même du Nikon, c'est noir. Donc le matériel, il faut à la fois le camoufler et le protéger. Donc là, après, on arrive dans des gammes de produits pour protéger l'équipement. Donc des housses qui se mettent autour du téléobjectif et qui permettent de lui donner un aspect camouflé, des housses qui se mettent autour du boîtier et qui permettent de le protéger des chocs, parce qu'en fin de compte un boîtier c'est quand même quelque chose qui coûte cher et qui est fragile. Donc les housses pour protéger les boîtiers sont en néoprène et permettent de se protéger des petits accidents. Et puis après, ce qui arrive derrière dans l'équipement, c'est de l'équipement quand il commence à pleuvoir, dans de l'équipement pour se protéger de la pluie. Donc là, c'est pareil, on part avec de l'équipement de base, le KOE pour l'appareil photo, mais on peut aller jusqu'à l'équipement qui est quasiment étanche vis-à-vis du matos et où on peut se prendre des embruns en mer sans que le matos ne bronche, quoi. Donc je serais tenté de dire que celui qui veut vraiment commencer à faire de la photo en nature ou qui veut vraiment découvrir la nature, il n'y a quasiment besoin de rien pour commencer. Il y a besoin de bonne volonté, de se lever tôt et de savoir se faire oublier de la nature. Donc un bon filet de camouflage, une paire de gants, des jumelles, et puis c'est bon. Et puis après, en progressant, on va voir ce qui gêne. Ce qui gêne, c'est effectivement le matériel qui fait du bruit. Ah oui, on a aussi des solutions pour camoufler le matériel au niveau sonore, c'est-à-dire des housses insonorisantes, de façon à ce que le matériel soit complètement insonorisé et ne soit plus entendu par les animaux. Parce qu'un déclenchement, quand on est à l'affût au renard, ça fait rentrer les renardeaux dans le terrier et on ne fait plus rien. Et puis après, on va crescendo jusqu'à trouver le bon niveau d'équipement. Et puis après, il y a les geeks qui veulent avoir tout l'équipement parce qu'ils trouvent que c'est mieux. Ceux-là, on les aime beaucoup. Mais des fois, c'est nécessaire. Pardon. Très bien. Donc, merci beaucoup Olivier pour avoir répondu à mes questions, pour tous ces détails techniques. Donc, on rappelle les deux sites où on peut trouver, donc photothème.com et l'autre. Et c'est photo-nature.fr. Voilà, photo-nature.fr donc pour tout ce qui est matériel photo. Et donc Photothème si vous avez besoin d'un petit site internet facile à gérer, très complet. Et donc merci Olivier, au plaisir de te revoir dans un autre festival. Et puis quant à moi du moins, je vais continuer mes pérégrinations parmi les allées de ce festival de l'Oiseau 2013. Salut!